Voici la version française de l'histoire, adaptée au contexte, à la culture et à l'administration française, tout en respectant l'intégralité du contenu et de l'émotion du récit original. Mon père l'a dit de la même manière qu'il disait autrefois, « Passe-moi le sel. Ta sœur doit 220 000 €. Et c'est toi qui vas payer. » Ce n'était pas une question. Ce n'était même pas vraiment une déclaration qui m'était adressée. Pas de la façon dont on s'adresse à quelqu'un dont on n'est pas sûr de la réponse. C'était un verdict prononcé contre quelqu'un qui avait déjà été condamné dans une pièce où il n'avait pas été invité. J'étais juste là pour être informé. C'était un dimanche après-midi de janvier. Le genre de janvier que Lyon vous offre, sans s'en excuser, plat, gris et froid, d'une manière qui ne vous mord pas mais qui pèse surtout, avec insistance, comme s'il avait tout le temps du monde. La cuisine de mes parents sentait le pot-au-feu que ma mère avait préparé pour un déjeuner qu'aucun d'entre nous n'avait mangé. La nourriture était encore sur la cuisinière. Mon manteau était toujours sur mon dos. J'étais dans la maison depuis 11 minutes. Mon père était assis en face de moi à la table. Ma mère était assise au bout, plus proche de lui que de moi. Ses mains étaient sur ses genoux. Ses deux mains. Et elle les regardait comme on regarde quelque chose qui vous dit ce que vous avez besoin de savoir, mais dont vous espérez que, si vous continuez à regarder, cela finira par dire autre chose. J'ai remarqué ce détail sur ses mains. Je l'ai enregistré. J'y reviendrai plus tard. L'entreprise de Soline a fait faillite, a continué mon père. Il y a des créanciers. Il y a des comptes, certains portent ton nom, depuis que tu as co-signé ce prêt il y a 4 ans. Il fit une pause. Pas la pause de quelqu'un d'incertain. La pause de quelqu'un qui a organisé ses arguments à l'avance et qui les déroule. De mon point de vue, c'est une affaire de famille. On gère ça en famille. Tu payes, on met ça derrière nous. Et c'est terminé. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé ma mère. Elle regardait toujours ses mains. J'ai demandé, « Depuis combien de temps le savez-vous » La mâchoire de mon père s'est crispée. « Ce n'est pas la question pour le moment, » a-t-il dit. « C'est la question que je pose. » « Bérénice, dit-il simplement, mon prénom. De la façon dont les parents prononcent votre nom lorsqu'ils décident s'ils doivent s'engager ou simplement répéter ce qu'ils ont déjà dit. » Ma mère ne bougea pas. « Depuis combien de temps, maman ?» Elle finit par lever les yeux. Il y avait quelque chose sur son visage qui n'était pas tout à fait de la culpabilité, ni tout à fait de la peur, mais qui appartenait au même registre. Elle ouvrit la bouche. Puis elle la referma. Elle regarda mon père. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'avais eu beaucoup de conversations difficiles au cours de mes 34 ans. Je m'étais assise en face de directeurs qui m'annonçaient que le projet avait échoué. En face de médecins qui me disaient des choses que je ne voulais pas entendre. En face d'amis qui s'étaient enfin décidés à dire la chose difficile qu'ils portaient depuis des mois. On apprend à lire ce qui se passe réellement dans une pièce par rapport à ce qu'on prétend qu'il s'y passe. Cette pièce n'était pas le théâtre d'une conversation difficile. Cette pièce avait déjà pris une décision à mon sujet, en mon absence, et m'avait invité pour me la notifier. « Tu vas payer ou tu ne fais plus partie de cette famille », a dit mon père. Voilà où nous en sommes. Il y a des moments dans la vie où l'on s'attend à faire une chose et où l'on en fait une autre tout à fait différente. J'avais imaginé, de manière générale, que si quelqu'un me disait jamais une chose pareille, je pleurais ou je me battrais, ou que je dirais tout ce que je retenais depuis des années. J'avais imaginé des éclats de voix, des larmes, et l'épuisement particulier d'essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas comprendre. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai regardé mon père, puis ma mère. Elle s'était remise à regarder ses mains. Alors, je n'en fais plus partie, ai-je dit. Je me suis levé. J'ai pris mes clés sur la table. J'ai ramassé mon manteau, que je n'avais jamais enlevé, et qui m'apparaissait maintenant comme une sorte de sagesse accidentelle. Je suis sorti de la cuisine, j'ai traversé le salon, je suis passé devant les photos de famille au mur le portrait d'école de Soline, le mien, nous 4 lors d'un Noël que je ne pouvais pas situer et j'ai franchi la porte d'entrée. Je ne l'ai pas claqué. Il n'y avait aucune satisfaction à la claquer. Le trajet jusqu'à chez moi a pris 14 minutes par ce dimanche après-midi. Mes mains étaient stables sur le volant, ce qui m'a surprise. La radio était éteinte. Le chauffage s'est mis en marche quand j'ai démarré la voiture, puis a doucement trouvé son rythme, et j'ai conduit à travers les rues grises de Lyon, ne pensant à rien de particulier, ce qui est parfois ce que fait le cerveau lorsqu'il absorbe quelque chose de trop grand pour être traité tout en naviguant dans le trafic. Je suis entré dans mon appartement. J'ai suspendu mon manteau. Je suis allé dans la cuisine et je suis resté un moment devant le plan de travail, sans allumer de lumière. Et puis je me suis assise sur le sol de la cuisine, le dos contre le placard, et j'ai pleuré pendant 12 minutes. Je sais que c'était 12 minutes, parce que je regardais l'horloge du micro-ondes d'où j'étais assise. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'avais besoin de quelque chose à mesurer. Quand les 12 minutes furent écoulées, je me suis relevé. Je me suis lavé le visage à l'évier de la cuisine. J'ai préparé une tasse de café, ce que je ne voulais pas vraiment, mais cela donnait une occupation à mes mains. Puis je me suis assise à ma table de cuisine. Ma table, pas celle de mes parents. Pas un endroit où des verdicts m'étaient signifiés.
J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai tapé quelques mots dans la barre de recherche, consultation FICP et relevé de situation bancaire. En France, le système est différent, mais les traces sont indélébiles. J'ai accédé à mes dossiers de banque en ligne, j'ai toujours été le genre de personne qui prête attention à ces détails. J'ai cliqué sur l'historique de mes engagements. Les chiffres qui sont apparus en haut de la page m'ont fait sursauter. J'ai posé ma tasse de café. Avec précaution. Comme on pose quelque chose quand on ne fait plus tout à fait confiance à ses mains. Ce n'était pas le montant auquel je m'attendais. Ce n'était pas, en fait, un montant que j'aurais pu prévoir. Ce n'était pas une somme accumulée par accident, ou par l'érosion ordinaire d'une année difficile. Ce n'était pas une cause unique qu'une personne pourrait pointer du doigt en disant « ça, juste là ». C'est ce qui a causé cela. C'était un montant d'une autre nature. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Clémence. Mon endettement théorique avait bondi de manière vertigineuse en 3 mois. Ce n'est pas le genre de chiffre qui s'accumule par de simples retards de paiement, ou un découvert autorisé un peu trop sollicité. Les frictions ordinaires d'une vie bien remplie ne provoquent pas cela. On ne se retrouve pas avec une telle ardoise parce qu'on a oublié de payer une amende de stationnement. Cela arrive quand quelque chose a déraillé au niveau structurel. Quelque chose de fondamental. Quelque chose qu'une cause unique ne peut expliquer. J'ai versé le café que j'avais préparé dans l'évier et j'ai lancé une nouvelle cafetière. Puis je me suis rassise avec mon ordinateur et j'ai commencé à examiner le relevé ligne par ligne. Il y avait des comptes que je reconnaissais. Mon prêt immobilier. Mon crédit auto, remboursé il y a 18 mois, et qui figurait encore là comme un bon souvenir. 2 cartes de crédit que j'avais ouvertes moi-même. Toutes 2 avec des soldes bas parce que j'avais toujours payé plus que le minimum. Toujours. Parce que c'était le genre de personne que j'étais le genre de personne qui lit les relevés. Qui suit les soldes? Qui sait où va son argent et pourquoi? Puis il y avait des comptes que je ne reconnaissais pas. Le premier était une ligne de crédit professionnel. Le nom de l'établissement m'était inconnu. Le solde s'élevait à 87 000 €. J'ai regardé la date d'ouverture, il y a 3 ans. Mon numéro d'identification et mes coordonnées étaient inscrits comme emprunteur principal. Je suis resté pétrifié. J'ai repensé à il y a 4 ans. Le salon de mes parents, qui sent le même produit pour tapis depuis 1994, Soline assise en face de moi. Ses cheveux impeccables. Son énergie, cet éclat particulier qu'elle savait allumer quand elle voulait quelque chose. Le genre d'éclat qui vous donnait l'impression d'être la seule personne importante dans la pièce. Elle avait imprimé un business plan. 18 pages, reliées en spirale. Il y avait un logo. Un spa, disait-elle. Dans le Vieux-Lyon, là où les jeunes optimistes vont pour ouvrir des commerces. Elle avait déjà trouvé un local. Elle avait déjà parlé à un entrepreneur. Ce qu'elle n'avait pas, c'était un historique de crédit suffisant pour obtenir un prêt professionnel. Mon père avait dit, co-signe, c'est tout. Une formalité. 45 000 €. Si elle fait ses paiements, ce qu'elle fera, regarde-la. Regarde ce plan. Elle est tellement sérieuse. Tu ne sauras même jamais que tu as signé quoi que ce soit. Et si le pire arrive, ce qui n'arrivera pas, nous trouverons une solution en famille. J'avais dit oui. J'avais regardé les documents du prêt. J'avais vu le montant. 45 000. Mon nom sur la ligne du co-emprunteur. Le nom de Soline sur celle de l'emprunteur. J'avais demandé une copie. Mon père avait dit, bien sûr. J'étais rentré chez moi et j'avais attendu que la copie arrive. Elle n'est jamais arrivée. Et je m'étais dit que j'allais relancer. Et puis je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais occupé. Et parce que je leur faisais confiance. Et parce que faire confiance à sa famille n'est pas censé être la chose qui vous ruine. Je suis revenu au présent. Aux chiffres sur mon écran. Le prêt que j'avais accepté de co-signer était de 45 000 €. Le compte devant moi affichait 87 000 €. Un rachat de crédit que je n'avais jamais autorisé. Des documents que je n'avais jamais signés. Ou que je n'avais pas signé sciemment. Ou, et c'est là que la pensée est devenue quelque chose que je n'étais pas tout à fait prête à achever, que je n'avais pas signé du tout. J'ai fait défiler la page. Un deuxième compte. Un autre établissement. Ligne de crédit professionnel. Solde, 61 000 €. Mes coordonnées listées comme emprunteur principal. Aucune trace du nom de Soline dans le résumé. Date d'ouverture, il y a 2 ans et demi. Un troisième, 34 000 €. Même profil. Puis une carte de crédit personnel. Le genre que l'on reçoit dans une enveloppe standard et qui ne nécessite rien d'autre qu'un nom, une adresse, une date de naissance, un numéro de sécurité sociale. Tout ce que ma sœur possédait. Tout ce qu'elle avait acquis de la manière la plus ordinaire qui soit en étant ma sœur. Solde sur la carte, 58 000 €. La carte était ouverte depuis 2 ans. Je ne l'avais jamais tenue entre mes mains. Je ne l'avais jamais activée. Je n'y avais jamais consenti, à aucun moment dont je puisse me souvenir. J'ai additionné les chiffres. Puis je les ai additionnés à nouveau. Je suis responsable marketing de profession. Pas comptable, mais je sais compter. Le total arrivait au même point les 2 fois, 240 000 €.
Je suis restée assise à ma table de cuisine dans le noir pendant un moment. Je n'ai pas allumé les lumières. Il y avait assez de lumière provenant de l'écran de l'ordinateur. Dehors, une voiture est passée. Ses phares glissant sur le plafond. Quelque part dans le couloir, une porte s'est fermée. Des bruits ordinaires d'un dimanche soir ordinaire. Dans l'appartement d'une femme qui était assise dans l'obscurité, apprenant que la vie qu'elle pensait avoir construite avait une forme différente de ce qu'elle croyait. Le sentiment n'était pas de la rage. Pas encore. C'était quelque chose qui n'avait pas de nom. Quelque chose qui pesait sur la poitrine comme une pierre posée là discrètement, sans annonce, et que l'on ne remarque que lorsqu'on essaie de respirer normalement et qu'on s'aperçoit qu'on n'y arrive plus tout à fait. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Clémence. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai dit, je dois te dire quelque chose. D'accord, répondit-elle. Juste cela. Juste cet espace qu'elle créait toujours sans qu'on le lui demande. Je lui ai raconté. Tout, la table de cuisine, le verdict de mon père, les mains de ma mère, le relevé bancaire, les comptes, les chiffres. Je lui ai raconté sans pleurer, ce qui m'a surprise. Mais être n'y a-t-il qu'une certaine quantité de larmes qu'une personne peut verser en une soirée, et j'avais utilisé mes 12 minutes. Clémence a écouté sans m'interrompre. C'est l'une des choses que j'ai toujours appréciées chez elle, cette compréhension que certaines choses ont besoin d'être dites avant d'être commentées. Quand j'ai eu fini, elle a dit « J'arrive ». Elle est arrivée 40 minutes plus tard avec un sac de nourriture thaïlandaise qu'aucune de nous n'allait manger. Et j'avais utilisé ces 40 minutes pour imprimer le relevé bancaire sur mon imprimante domestique, les 14 pages, et pour les poser sur la table de la cuisine sous la lumière du plafonnier. Clémence s'est assise en face de moi. Elle a parcouru les pages lentement, comme elle parcourt tout, sans se presser, sans jouer la comédie de l'inquiétude. J'ai observé son visage pendant qu'elle lisait. C'est un visage très difficile à déchiffrer, ce qui fait partie de ce qui l'a rendue pour son travail dans les ressources humaines, et il ne m'a presque rien dit jusqu'à ce qu'elle pose la dernière page. Elle a regardé les comptes. Elle a regardé les dates. Elle a regardé la colonne où les informations de l'emprunteur étaient listées, et la colonne où mes informations apparaissaient. Puis elle m'a regardé. Elle a dit, « Bérénice, ce n'est pas un problème de cosignature. » Clémence a ajouté, « Dis-moi ce que cela donne, vu de l'extérieur. » Alors je l'ai fait. J'ai dit, « Quelqu'un a eu accès à mes informations personnelles. Mon numéro d'identification, ma date de naissance, mon historique d'adresse. Ma signature, au moins un échantillon. Cet accès est venu du prêt original il y a 4 ans. Celui que j'ai accepté. Celui que j'ai signé de ma propre main, et que j'ai regardé mon père ranger dans un dossier. Une fois ce prêt traité, quelqu'un a utilisé ces informations pour faire plusieurs autres choses. Pour refinancer le prêt original sans mon autorisation. Pour ouvrir de nouvelles lignes de crédit à mon nom dans des établissements où je n'ai jamais mis les pieds. Pour demander une carte de crédit qui est arrivée à une adresse qui n'était pas la mienne, et qui a été activée par une main qui n'était pas la mienne. Clémence écoutait. Quand je me suis arrêté, elle a demandé, combien de personnes avaient accès à toutes ces informations à la fois? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Pendant que Clémence parlait posant les questions méthodiques qu'elle pose lorsqu'elle résout un problème, le genre de questions qui viennent de 11 ans en RH, et d'une croyance fondamentale selon laquelle l'information, correctement organisée, finit toujours par dire ce qu'on a besoin de savoir, je me suis retrouvé ailleurs. Pas partie de la cuisine, pas absente de la conversation, mais tirée, de côté, dans quelque chose qui ne cessait de faire surface plus j'essayais de regarder ce qui était devant moi. J'avais 6 ans. C'était mon anniversaire. La maison de mes parents, le même tapis, la même lumière à travers la fenêtre de la cuisine. Mon père tenait quelque chose avec un ruban qu'il ramenait de la voiture, et pendant un instant, en arrivant de l'école avec mon sac à dos encore sur l'épaule, j'ai cru que l'objet avec le ruban était pour moi. C'était un samedi. Mon anniversaire tombait un samedi cette année-là. C'était un vélo, bleu, avec un guidon argenté. Il l'a porté par la porte d'entrée et l'a posé dans le salon, et Soline, qui avait 13 ans et n'avait pas encore appris à cacher son plaisir de recevoir des choses, a émis un son dont je me souviens encore quelque part entre un souffle coupé et un rire. Je me tenais dans l'embrasure de la porte avec mon sac à dos. Mon père m'a regardé. Il a dit, « Ta sœur l'a demandé. » Puis, comme pour compléter une pensée que j'avais commencée, « Toi, tu n'en as pas besoin. Tu te débrouilles toujours. » Il n'était pas cruel en disant cela. C'est la partie que j'ai passé des années à essayer d'expliquer aux gens qui demandent. Il n'essayait pas de me blesser. Il croyait sincèrement que c'était un compliment. Tu es capable. Tu es autonome. Tu ne nécessites pas le même entretien que ta sœur. Il était fier de moi quand il l'a dit. C'est ce qui rendait la chose si totale. J'ai eu une carte. La carte contenait un billet de 20 €. Je les ai remerciés tous les deux. Je suis monté dans ma chambre, je me suis assis sur mon lit avec mon sac à dos toujours sur le dos et j'ai compris, de la manière spécifique et sans mots dont les adolescents comprennent les choses avant d'avoir le langage pour les nommer, que le fait d'être celle qui se débrouille n'allait pas être la même chose que d'être celle à qui l'on pense. Bérénice, a dit Clémence.
Je suis revenu. La cuisine. Les 14 pages. Le plafonnier. Elle a ajouté, ce que tu décris n'est pas une erreur que quelqu'un a commise. C'est une décision que quelqu'un a prise. Plusieurs fois. Sur plusieurs années. Avec ton nom. Elle l'a dit simplement. De la façon dont elle dit tout ce qui est important, pas pour que ça porte, pas pour s'assurer que je le ressente, juste parce que c'était la façon exacte de décrire ce qu'elle voyait dans ces 14 pages. Je l'ai entendu quand même. Je l'ai entendu comme on entend quelque chose qui réorganise les meubles dans une pièce où l'on est assis depuis longtemps. Je sais, ai-je dit. Elle est restée jusqu'à minuit. Nous n'avons pas mangé les plats thaïlandais. Nous avons bu le café que j'avais préparé, 2 cafetières, et nous avons repris les documents. À un moment donné, elle a commencé à m'aider à les organiser par date et par établissement, parce que c'est ce qu'elle fait. Elle rend l'accablant gérable en lui donnant une structure. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras à la porte et m'a dit « Appelle-moi demain », j'ai dit que je le ferais. Je n'ai pas beaucoup dormi. Le matin, je suis allé travailler parce qu'un brief de campagne devait être rendu à midi, et parce que je ne savais pas encore quoi faire d'autre d'un mardi, et parce que le rythme des choses ordinaires peut vous soutenir quand votre esprit a besoin d'être ailleurs que dans ce que vous avez découvert la veille. J'ai répondu aux emails. J'ai assisté à la réunion marketing de 9 heures et j'ai apporté 2 idées, toutes 2 bien accueillies. Et j'ai regardé les visages des gens autour de la table de conférence et j'ai pensé, aucun d'entre eux ne sait. Aucun d'entre eux ne sait que je suis assise ici avec 240 000 € de dettes frauduleuses attachées à mon nom et une famille qui a décidé que la réponse correcte à cela est que je paye tranquillement et que je ne crée pas de difficultés. J'avais l'air normal. J'ai toujours été très doué pour avoir l'air normal. Après la réunion, j'ai passé un coup de fil depuis ma voiture dans le parking souterrain. J'avais trouvé le nom d'un avocat spécialisé dans la fraude à la consommation la veille, alors que Clémence et moi organisions les documents. J'avais écrit le numéro sur un post-it, je l'avais mis dans la poche de mon manteau et j'avais essayé de ne pas penser à ce que cet appel signifierait. J'ai appelé. Une femme a répondu. J'ai dit que j'avais besoin d'un rendez-vous le plus tôt possible. Elle a dit jeudi à 14 h. J'ai dit, j'y serai. Je n'ai pas prévenu mes parents. Je n'ai pas prévenu Soline, qui m'avait envoyé 3 autres SMS depuis dimanche que je n'avais pas ouverts. J'ai mis mon téléphone dans la boîte à gants, je suis retourné à l'intérieur et j'ai fini le brief de campagne. Le jeudi, l'avocat s'appelait Maître Morel. Il avait un bureau rue de la République avec une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure et un bureau couvert de dossiers d'une manière qui suggérait qu'il savait exactement où tout se trouvait, même si personne d'autre n'aurait pu le dire. Il a examiné les documents que j'avais apportés dans un dossier vert, les 14 pages, organisés selon le système de Clémence, avec les dates surlignées. Il n'a pas précipité les choses. Il n'a pas posé de questions inutiles. Quand il eut fini, il posa les feuilles et croisa les mains sur son bureau. Certaines de ces signatures sont des faux, a-t-il dit. Il l'a dit une première fois, puis un instant plus tard, sans drame, comme pour s'assurer que le mot avait été bien reçu. Des faux. Il a laissé cela s'installer. Puis il a ajouté, il y a assez d'éléments ici pour déposer une plainte pénale. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que nous ne parlions de la suite. Il m'a regardé fixement. De la façon dont les gens vous regardent quand ce qu'ils s'apprêtent à dire est crucial. Une fois que nous aurons déposé plainte, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Mon père a appelé 3 fois mardi. Ma sœur a appelé 4 fois mercredi. Et puis, quand je n'ai pas répondu, elle a envoyé un SMS qui disait « Je sais que tu es contrarié, mais s'il te plaît, rappelle-moi. On peut trouver une solution. » J'ai lu le SMS dans le parking après le travail, debout entre ma voiture et celle d'à côté. Et puis j'ai mis mon téléphone face contre terre dans mon sac et je suis rentré chez moi. Je ne les ignorais pas par colère. Ou pas seulement par colère. Je les ignorais parce que je travaillais. Maître Morel m'avait donné une liste de ce dont il avait besoin. Chaque morceau de papier lié au prêt original d'il y a 4 ans. Chaque relevé auquel je pouvais accéder pour les comptes frauduleux. Toute communication écrite ou par SMS de membres de la famille faisant référence à la dette ou au compte. Et une chronologie écrite de tout ce dont je pouvais me souvenir, dans l'ordre, avec des dates quand je les avais. J'ai passé les soirées de mardi et mercredi à ma table de cuisine avec les 14 pages, un bloc-notes et mon ordinateur, pour constituer le dossier que Morel m'avait demandé. Clémence est venue mardi et m'a aidé à classer les relevés par ordre chronologique, et elle n'a rien dit qui n'était pas utile, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai gardé dans ma vie depuis 7 ans. Le dossier grossissait. Plus je l'organisais, plus il m'en disait. Pas de manière que je n'eusse soupçonné, je soupçonnais déjà tout à ce stade, mais de la manière spécifique et irréfutable dont la documentation vous parle. Date. Montant. Adresse. L'adresse enregistrée sur la carte de crédit frauduleuse était la maison de mes parents. Le numéro de téléphone enregistré sur le prêt refinancé était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais dont j'apprendrai plus tard qu'il s'agissait d'un téléphone prépayé. La signature sur la demande de refinancement était la mienne, dans la mesure où la copie d'une chose est la chose elle-même assez proche pour passer un examen superficiel, mais assez différente, une fois que l'on sait quoi regarder, pour qu'un œil exercé le voie immédiatement,
Maître Morel l'avait vu immédiatement, il avait utilisé le mot 2 fois. Le mercredi soir, à 18h20, l'interphone de mon immeuble a sonné. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai regardé l'écran de la caméra et j'ai vu ma mère dans le hall, dans son manteau d'hiver, son sac à main au bras, son visage faisant cette grimpe qu'elle fait quand elle essaie d'avoir l'air composé et qu'elle n'y arrive pas tout à fait. J'ai appuyé sur le bouton. J'ai dit « Montez ». J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. Elle est entrée et a regardé mon appartement comme elle le fait toujours quand elle me rend visite, un balayage rapide que je pense sincèrement inconscient, vérifiant que tout est propre, qu'il n'y a aucun signe de désordre. Il y avait cependant 14 pages de relevés bancaires et un bloc-notes avec 2 jours de notes sur ma table de cuisine, et ses yeux s'y sont posés et y sont restés un moment avant qu'elle ne me regarde. « On peut s'asseoir » a-t-elle demandé. Nous nous sommes assises. Elle s'est assise là où Clémence s'était assise. Je me suis assise en face d'elle. Elle a dit ce que je m'attendais à ce qu'elle dise, parce que j'étais sa fille depuis 34 ans et que je savais comment elle construisait ses arguments. Elle a dit « la famille d'abord ». Elle a dit que Soline avait fait des erreurs, mais qu'elle était toujours de la famille. Et que la famille ne laissait pas les siens traverser les épreuves seuls. Elle a dit « ton père ne dort plus ». Elle a dit « ça va faire du mal à tout le monde si tu continues sur cette voie ». Elle a dit « est-ce qu'on ne peut pas simplement s'asseoir et en discuter, tous ensemble, et trouver un moyen d'avancer qui ne finisse pas par la destruction de quelqu'un ?» Elle a dit tout cela avec une détresse sincère. Je veux être précise là, dessus. Ma mère ne jouait pas la comédie. Elle avait peur. Et la peur était réelle. Et quelque part à l'intérieur, il y avait aussi, je pense, de l'amour particulier d'une personne qui ne peut imaginer choisir entre ses enfants, et qui a donc, sans se l'avouer tout à fait, déjà choisi. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit « Maman, depuis combien de temps sais-tu » Elle ouvrit la bouche. Puis elle la referma. Ses yeux se déplacèrent vers la fenêtre derrière mon épaule, celle qui donne sur le parking, où les lumières s'allumaient dans l'obscurité de janvier. Elle cherchait quelque chose dehors. Je ne pense pas qu'elle l'ait trouvé. J'ai dit, pas pour le prêt original. Ça, je sais que tu savais. Je veux dire pour le reste, le refinancement, les autres comptes, depuis combien de temps? Ses mains, qui étaient jointes sur la table, se séparèrent. Elle en pressa une à plat contre le bois, puis l'autre. Son visage exprimait quelque chose de complexe, et je l'observais. Et j'ai compris que ce que je regardais, c'était une personne essayant de trouver une version de la vérité plus facile à dire que la version qui était réellement vraie. Elle ne l'a pas trouvée. Le silence s'est étiré entre nous, et il m'a dit tout ce que le silence dans la cuisine de mes parents m'avait dit dimanche, et tout ce que je savais déjà avant de poser la question. « Je veux que tu partes », ai-je dit. Elle a pleuré dans le couloir. Je l'entendais à travers la porte, pas fort, juste le bruit particulier de quelqu'un qui avait tenu bon plus longtemps qu'il n'aurait dû et qui n'avait plus l'énergie de continuer. Je suis resté de mon côté de la porte et j'ai écouté jusqu'à ce que cela s'arrête. Puis j'ai écouté ses pas s'éloigner dans le couloir, puis le bruit de l'ascenseur. Ensuite, l'immeuble est redevenu silencieux. Je suis allé au salon. Je n'ai allumé aucune lumière. Je me suis assise sur le canapé, pas recroquevillée, pas repliée sur moi-même. Juste assise. Comme on s'assoit quand on est très fatigué et que la fatigue a dépassé le stade de la sensation. Dehors, la ville faisait ses bruits habituels. Une sirène au loin. Le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. Le silence particulier que fait un appartement quand il n'est qu'à vous. L'écran de la télévision était éteint. Mon reflet y était flou, à peine là. Plus une suggestion qu'une image. Une femme sur un canapé, dans une pièce sombre. Je l'ai regardée pendant longtemps. J'ai eu peur de cette image pendant la majeure partie de ma vie. Pas de cette image spécifique, de ce canapé, de cette fenêtre, de cette obscurité de janvier, mais de cette forme des choses. Seul, pas de famille dans la pièce d'à côté. Personne dont je gérais les sentiments ou dont je prenais en compte les besoins. On m'avait appris, de la manière lente et indicible dont les familles enseignent les choses, que c'était la conséquence d'être difficile. Le prix de la non-coopération. Si vous ne donnez pas aux gens ce dont ils ont besoin, vous finirez par vous retrouver assise seule dans le noir, et vous vous serez infligé cela à vous-même. Je me suis assise dans le noir et j'ai attendu de ressentir ce qu'on m'avait toujours dit que je ressentirais. Ça n'est pas venu. Ce que j'ai ressenti, c'était le calme. Le premier vrai calme dont je pouvais me souvenir depuis très longtemps. Pas le calme du vide, mais le calme de ne plus avoir besoin d'être quelque chose de particulier pour qui que ce soit. Pas en ce moment, pas dans cette pièce, mon appartement, mon canapé, mon reflet dans un écran sombre qui me regardait en retour. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Maître Morel. Quand il a répondu, j'ai dit « Par quoi commence-t-on le dépôt de plainte ?» Clémence est partie à minuit dimanche. Je l'ai raccompagné à la porte et je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir. Je suis resté là un moment après la fermeture de l'ascenseur, écoutant l'immeuble s'apaiser autour de moi, puis je suis retourné à l'intérieur et je ne me suis pas couché. J'ai appelé ma banque cette nuit-là. Je veux être précise, car la précision est ce que cet appel exigeait, et la précision est ce qu'il a obtenu.
J'étais assise à ma table de cuisine à minuit 20, avec les 14 pages encore étalées devant moi, et j'ai appelé le numéro du service fraude que j'avais cherché pendant que Clémence et moi organisions les documents. Un conseiller a répondu à la 4e sonnerie. Marc, a-t-il dit. J'ai noté son nom sur mon bloc-notes avec l'heure et la date, car je prenais des notes et documentais les conversations depuis mes 22 ans, et je n'allais pas m'arrêter maintenant. J'ai dit à Marc ce que j'avais trouvé. Je lui ai lu les numéros de compte figurant sur mon relevé, les banques, les dates d'ouverture. Il m'a guidé à travers le processus de mise en place d'une surveillance et d'une alerte auprès de la Banque de France, ce qui empêcherait l'ouverture de nouveaux crédits à mon nom pendant que le litige était actif. Il m'a donné 3 numéros de dossier. Je les ai tous notés. Il m'a dit que quelqu'un de l'équipe d'enquête sur les fraudes me contacterait sous 48 heures ouvrées. J'ai écrit 48 heures ouvrées et je l'ai entouré. J'ai raccroché à 1h14 du matin. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai parcouru le relevé bancaire une fois de plus parce que j'avais besoin de comprendre la chronologie, avant que Maître Morel et moi ne puissions parler de la suite. J'ai créé un tableau. Nom du compte, banque, date d'ouverture, solde, adresse d'enregistrement, numéro de contact. 6 colonnes, 7 lignes. Quand j'ai eu fini, le tableau racontait une histoire plus claire et plus lisible que les 14 pages parce qu'un tableau n'a ni contexte ni émotion. Il n'a que ce qu'il a. Je l'ai imprimé. Je l'ai ajouté au dossier. Je me suis couché à 2h30 et j'étais réveillé à 5h15, ce qui n'est pas inhabituel pour moi quand quelque chose ne va pas, alors j'ai fait du café et j'ai repris la chronologie jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller travailler. Le deuxième jour, c'était Maître Morel, son bureau rue de la République, la fenêtre sur la cour, le bureau que lui seul pouvait naviguer. J'ai apporté le dossier, les 14 pages, l'organisation de Clémence, mon tableau, le bloc-notes avec le nom de Marc et les numéros de dossier et le 48 heures ouvrées entouré. Morel a tout regardé. Il n'a pas dit que j'avais bien fait ou que j'avais été minutieuse, ce que j'ai apprécié, car je n'avais pas besoin qu'on me le dise et il semblait le comprendre. Il a déposé une plainte formelle auprès de la gendarmerie nationale cet après-midi-là. Il a également envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception aux 4 créanciers, les informant que les comptes en question faisaient l'objet d'un litige pour fraude et que toute activité de recouvrement devait être suspendue en attendant l'enquête. Il m'a donné des copies de tout. Je les ai ajoutées au dossier. Le 3e jour, les créanciers ont réagi. Comme Morel l'a expliqué plus tard, lorsqu'un litige pour fraude est déposé et que les lettres recommandées arrivent, les établissements commencent le processus de vérification des informations originales du compte. L'un des créanciers, celui qui détenait la plus grosse ligne de crédit professionnel, avait l'adresse de mes parents comme adresse de référence. Lorsqu'ils ont tenté de vérifier par courrier et par téléphone, ils ont contacté cette adresse. Mon père a répondu au téléphone. Morel m'en a parlé à 16h30 le mercredi après-midi. Le même soir, ma mère allait arriver à ma porte. Je n'avais pas encore parlé à mes parents. Je ne savais pas, avant l'appel de Morel, qu'ils avaient parlé au créancier. Mon père m'a appelé 12 fois dans les 3 heures qui ont suivi son appel avec le créancier et avant l'arrivée de ma mère à mon immeuble. J'ai regardé les appels arrivés depuis le parking du travail, mon téléphone face vers le haut sur le siège passager, son nom apparaissant et disparaissant sur l'écran. Je n'ai répondu à aucun d'eux, non pas parce que j'avais décidé de ne pas le faire, mais parce que Morel avait été clair, tant que la plainte n'était pas formellement traitée, je ne devais pas discuter de l'affaire avec quiconque pourrait y être nommé. Mon père avait été nommé dans la documentation comme contact connu en relation avec le prêt original. Je ne l'ignorais pas. Je suivais les instructions. Le 4e jour, Morel a appelé à 9h du matin. Il a dit, le dossier a été transmis à la police judiciaire. Il a marqué une pause. Étant donné l'utilisation frauduleuse de vos coordonnées bancaires et de votre identité auprès de plusieurs institutions financières, c'est maintenant une enquête de grande envergure. Vous allez être contacté par la section de recherche spécialisée dans la délinquance financière. J'étais dans ma voiture, dans le parking de mon immeuble, où j'étais assise depuis 6 minutes parce que je n'arrivais pas encore tout à fait à me décider à monter. D'accord, ai-je dit. Morel a ajouté, cela change la nature de l'affaire. La procédure va suivre son cours et il y a des choses qui seront hors de notre contrôle à tous les deux. Mais je veux que vous compreniez ce que cela signifie en termes pratiques. Une autre pause. Personne ne peut faire en sorte que cela disparaisse discrètement. Ni vous, ni moi, ni votre famille. Une fois que les enquêteurs spécialisés ouvrent un dossier, l'affaire leur appartient. Je comprends, ai-je dit. Je suis resté dans ma voiture après avoir raccroché. Dehors, quelqu'un passait en cherchant une place. Une porte s'ouvrait et se fermait quelque part au-dessus de moi dans la structure. Les néons du parking bourdonnaient. Comme ils le font toujours. Indifférents à tout. La chose à laquelle je ne cessais de penser n'était pas Soline. Ce n'étaient pas mes parents. C'était la conversation que j'avais eue avec mon père à leur table de cuisine. Sa voix, sa platitude particulière. La certitude absolue que ce qu'il me demandait de faire était raisonnable. 45 000 € étaient devenus 87 000, puis 240 000. Et quelque part dans l'espace de ces 4 ans,
dans tous les refinancements et les nouveaux comptes et les signatures forgées et le numéro de téléphone prépayé listé comme contact sur des documents que je n'avais jamais vus, quelque part dans tout cela, mon père avait regardé la situation et décidé que la réponse correcte était de me convoquer à un déjeuner dominical et de me dire de payer. Et ma mère était restée assise les mains sur les genoux, sans dire un mot. J'ai ouvert mon téléphone. Je suis allé dans l'application Notes. J'ai commencé une nouvelle note. En haut, j'ai tapé 3 lignes, ce que je sais, ce que je peux prouver, ce dont j'ai besoin. J'étais en position défensive depuis dimanche. Découvrir, documenter, attendre que les autres fassent leur prochain mouvement. C'était fini. J'avais un numéro de dossier. J'avais une transmission à la police judiciaire. J'avais un dossier avec 14 pages et un tableau et 3 lettres recommandées et le nom de Marquet, 48 heures entouré à l'encre. Je n'étais plus en réaction. Ce soir-là, à 18h47, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Indicatif lyonnais, mais pas dans mes contacts. J'ai répondu. Une voix a dit « Est-ce bien Bérénice Caron ?» « Oui. Ici l'adjudant-chef Girard, de la section de recherche. J'aimerais fixer un moment pour vous entendre. 5e jour. Les bureaux de la police spécialisée sont dans un bâtiment délibérément ordinaire, le genre de bâtiment conçu pour ressembler à n'importe quoi d'autre. Je n'étais jamais entré dans un tel endroit. Je me suis assise dans une salle d'attente avec une rangée de chaises fixées au mur et un guichet avec une vitre si épaisse que je pouvais voir la silhouette de la femme derrière, mais pas son expression. Et j'ai pensé à tous ces gens qui s'étaient assis sur cette même rangée de chaises, attendant des conversations qu'ils n'auraient jamais cru avoir un jour. L'adjudant-chef Girard est sorti 2 minutes après l'heure du rendez-vous, ce que j'ai noté non pas parce que c'était important, mais parce que je notais toujours tout. Elle était plus petite que ce que j'avais imaginé à sa voix, avec une sorte de posture précise qui vient de années passées à évoluer dans des espaces où l'on a besoin d'être pris au sérieux. Elle m'a serré la main. Elle m'a conduite dans une pièce avec une table, 2 chaises et rien au mur. L'entretien a duré 40 minutes. Je ne reconstruirai pas tout car l'essentiel était procédural. Ce que l'enquête impliquerait, quel calendrier était réaliste, ce que je devais ou ne devais pas dire publiquement sur l'affaire pendant qu'elle était active. Girard n'a pas fait de promesses. Elle m'a donné un numéro de procédure, une ligne directe, et une chemise d'information sur ce à quoi s'attendre lorsqu'une enquête pour fraude de cette ampleur est lancée. Elle parlait comme parlent les gens qui ont eu cette conversation de nombreuses fois et qui comprennent que la clarté est une forme de respect. À la fin, j'ai demandé « Que dois-je faire pour soutenir l'enquête ?» Elle me l'a dit. J'ai pris des notes. J'ai demandé de l'aide tout au long de ma vie professionnelle pour des ressources, des délais, des conseils sur des problèmes que je ne pouvais résoudre seul, mais il y a une texture particulière à demander de l'aide pour quelque chose qui vous arrive personnellement, quelque chose qui touche à qui vous êtes et à ce qui a été fait à votre nom. J'avais toujours trouvé ce genre de demande difficile. Cela exigeait d'admettre qu'on avait été en position de subir un préjudice. Cela exigeait de laisser quelqu'un d'autre voir l'ampleur de ce qui s'était passé. J'ai demandé quand même. Girard a répondu. Je suis parti avec le dossier sous le bras, je suis retourné au bureau et je suis arrivé à temps pour une conférence téléphonique à 15h. 5e jour au soir. Une amie à moi, une femme nommée Sophie, qui connaissait Soline et moi depuis nos 20 ans, qui occupait cette position sociale particulière d'être proche des 2 côtés d'une famille divisée sans être l'allié de personne, m'a envoyé un SMS à 7h du soir. Il disait, Soline m'a demandé de te contacter, elle a vraiment peur. Elle veut te parler. Elle dit que c'est un malentendu et qu'elle a besoin d'une chance de t'expliquer. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai préparé le dîner. Je n'ai pas répondu à Sophie. Je n'ai pas répondu à Soline, dont je n'avais pas vu le nom dans le SMS, mais dont je pouvais entendre la voix dans chaque mot, le cadrage particulier du malentendu, et de la chance d'expliquer, et surtout du vraiment peur, qui est le vocabulaire de quelqu'un qui a appris que la vulnérabilité, jouée au bon moment, est un levier en soi. J'ai dîné. J'ai fait la vaisselle. Je me suis couché à une heure raisonnable et j'ai mieux dormi que n'importe quelle nuit depuis dimanche. 6e jour. Mon père a appelé à 10h du matin. J'ai failli ne pas répondre. Puis je l'ai fait. Parce que je voulais entendre le son de sa voix après 5 jours. Elle était différente. Le mot qui me revient est amoindri, pas en volume, mais en poids. La qualité de certitude qu'il y avait en elle dimanche, la platitude d'un homme délivrant une information qu'il considérait comme actée, avait disparu. Ce qui l'avait remplacé était quelque chose pour lequel je n'avais pas de nom immédiat. Il m'a fallu quelques secondes d'écoute pour l'identifier. Bérénice, j'aimerais qu'on se voie et qu'on discute. En famille, a-t-il dit. Juste pour discuter ? Ai-je répondu. Il n'y a rien à discuter, papa. La procédure est lancée. S'il te plaît, a-t-il ajouté. Un seul mot. J'avais entendu mon père dire, s'il te plaît, de nombreuses fois au cours de ma vie à table, dans les magasins de bricolage, dans des conversations avec des inconnus quand la courtoisie l'exigeait. Je ne pense pas l'avoir jamais entendu me le dire de la façon dont il l'a fait ce matin-là. Pas comme une courtoisie. Comme une requête de la part de quelqu'un qui comprenait que la réponse pourrait être non.
Je préviendrai maître Morel que tu m'as contacté, ai-je dit. J'ai raccroché. Morel a envoyé une mise en demeure à Soline à son domicile cet après-midi-là. La lettre faisait 2 pages. Son contenu essentiel était simple, elle ne devait pas contacter Bérénice Caron directement ou indirectement, ni contacter l'employeur de Bérénice, ni contacter tout établissement financier avec lequel Bérénice était en relation. En attendant la résolution de l'enquête, toute violation des termes de la lettre serait documentée et signalée. Morel m'en a envoyé une copie. Je l'ai ajoutée au dossier. 7e jour au matin. Soline avait effectué des paiements minimums sur les comptes frauduleux via un compte bancaire séparé qui était à son propre nom, un fait que l'examen par Morel des documents originaux des créanciers avait mis en lumière. Lorsque les comptes avaient été signalés comme litigieux et gelés, les prélèvements automatiques qu'elle avait mis en place s'étaient arrêtés. 3 comptes étaient tombés simultanément en impayés ce matin-là, le premier jour ouvrable après que le gel fut totalement effectif. Les notifications d'impayés ont été envoyées aux adresses enregistrées pour chaque compte. 2 de ces adresses étaient la maison de mes parents. Je l'ai appris par Morel, qu'il avait appris par un correspondant bancaire qui avait appelé son cabinet pour s'enquérir du statut du litige. Au moment où Morel me l'a transmis, mon père m'avait déjà appelé 2 fois de plus ce matin-là. Je n'avais pas répondu. J'ai appelé Clémence à la place. Elle a répondu au milieu de ce qui ressemblait à sa pause déjeuner, avec un bruit de fond de conversation et l'ambiance particulière d'un restaurant de centre-ville. « Comment ça va ? » « Vraiment ?» a-t-elle demandé. C'est le « vraiment » qui compte quand Clémence pose cette question. Elle distingue la version de la réponse destinée à la consommation générale de la version qui est vraie. J'y ai réfléchi un instant, ce qui est la réponse correcte à une question avec « vraiment ». « Ça va. » « Je pense que ça va, ai-je dit. »« Oui » a-t-elle demandé. « Oui ». Il y eut un silence où je l'entendais manipuler une fourchette. « Bien » dit-elle. C'était tout. Nous avons parlé encore 10 minutes de choses sans rapport, une réorganisation dans son entreprise, une série télévisée qu'elle avait commencée. Quand nous avons raccroché, je suis resté un moment dans ma voiture, sur le parking où j'avais pris l'appel, et je me suis accroché à ce bien, pendant un instant, au poids sans complication de ce mot, avant de retourner à l'intérieur. 7e jour après-midi. J'étais à mon bureau en train de terminer un plan média quand mon téléphone a vibré avec une notification de l'accueil de mon immeuble. J'avais configuré cela il y a des années, une alerte SMS chaque fois que quelqu'un était dans le hall et demandait à monter. C'était une fonctionnalité pratique à laquelle je n'avais jamais beaucoup pensé. J'y ai pensé maintenant. La notification disait que des visiteurs demandaient mon appartement. J'ai appelé l'accueil. Le réceptionniste, un étudiant nommé Jérôme qui travaillait les lundis et jeudis et qui avait toujours été poli, m'a dit qu'il y avait 5 personnes dans le hall. 5, ai-je dit ? Pouvez-vous me les décrire ? Il l'a fait. Un homme âgé, une femme âgée, une femme plus jeune qui avait pleuré, un homme avec la femme plus jeune qui la tenait par le bras, et une autre femme plus âgée différente de la première qui avait dit être là pour aider. Je les connaissais tous les 5. Faites-les monter, ai-je dit. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne frappent. Ils se tenaient dans le couloir dans la configuration typique des gens qui sont arrivés quelque part ensemble mais ne sont pas tout à fait sûrs qu'ils auraient dû le faire. Soline devant, Marc juste derrière elle, une main dans le bas de son dos, mon père à gauche, ma mère derrière lui, et ma tante Françoise à la limite du groupe, la façon dont les gens se tiennent quand ils sont venus pour aider et qu'ils le regrettent déjà. 5 personnes dans le couloir d'un immeuble où elles n'étaient jamais venues, dans une ville qu'elles ne visitaient que lorsque l'occasion l'exigeait, en janvier, à une heure de la journée où aucune d'entre elles ne se trouverait normalement ici. Je les ai regardées. Ils m'ont regardé. Je ne me suis pas écarté de la porte. Je n'ai pas dit « entrez ». Pas immédiatement. Et personne n'a bougé. Nous sommes restés là un moment, moi d'un côté du seuil, eux 5 de l'autre, et j'ai compris que c'était un moment dont j'avais passé beaucoup de temps à avoir peur. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'ai reculé. Je les ai laissés entrer. Soline a commencé à parler avant même d'avoir franchi la porte. Elle avait pleuré récemment, la rougeur particulière autour des yeux qui reste un moment après l'arrêt des pleurs, et elle avait l'air de quelqu'un qui avait répété ce qu'il allait dire, mais dont la répétition se désintégrait en temps réel. Les mots sortaient vite. Elle a dit « malentendu ». Elle a dit « erreur ». Elle a dit « je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin ». Elle a dit « je pensais que je pourrais arranger les choses avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Je pensais que l'entreprise allait décoller. Je pensais qu'il y avait du temps. » Elle a dit « je sais que ça a l'air horrible, mais j'ai besoin que tu entendes ce qui s'est réellement passé. » Elle a parlé pendant un long moment. Je l'ai laissé faire. Ma tante Françoise a dit, quand Soline s'est arrêtée pour reprendre son souffle, « ce que nous espérons tous, c'est que nous puissions nous asseoir et régler cela ensemble. En famille. Il y a des options ici qui n'ont pas besoin de finir comme les choses sont en train de se terminer. » Mon père a dit, « Quoi que tu aies besoin pour arranger ça, Bérénice, on trouvera une solution. Tous ensemble. » Il me regardait comme il ne m'avait pas regardé dimanche, pas depuis la position de quelqu'un prononçant un verdict, mais depuis la position de quelqu'un qui comprenait, peut-être pour la première fois, que les verdicts pouvaient être prononcés dans l'autre sens aussi. « Dis-nous juste ce qu'il te faut. »
Ma mère se tenait derrière lui et ne disait rien. J'ai attendu que la pièce redevienne silencieuse. Cela a pris plus de temps qu'on ne pourrait le croire. Soline remplissait le silence par réflexe, comme le font certaines personnes. Tante Françoise essayait de maintenir ouvert un espace de négociation qui était déjà fermé. Et mon père avait d'autres choses qu'il voulait dire. J'ai attendu que tout s'épuise. Quand ce fut le cas, j'ai dit « Je vais vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous l'entendiez clairement. » L'entrée, ils étaient tous encore debout, je ne leur avais proposé nulle part où s'asseoir, devint silencieuse. J'ai dit « Il y a 3 jours, le dossier a été transmis à la section de recherche de la gendarmerie. J'ai déjà rencontré une enquêtrice. J'ai déjà fourni toute ma documentation. L'affaire a un numéro de procédure pénale et une unité spécialisée affectée. » Soline émit un son. J'ai continué, une enquête pour fraude criminelle n'est pas un litige personnel. Cela ne fonctionne pas comme ce qui est en train de se passer ici. Avec 5 personnes dans un couloir me demandant de reconsidérer ma position. La décision de poursuivre ou non ne m'appartient plus. Elle appartient au système judiciaire. Je ne peux pas appeler l'adjudant-chef Girard pour lui dire que j'ai changé d'avis parce que ce n'est pas comme cela que fonctionne la justice pénale, et parce que je n'ai pas changé d'avis. J'ai marqué une pause. J'ai laissé cela pénétrer. Trop tard, ai-je dit. Ce n'est pas une menace. C'est un fait. Ce qui est arrivé ensuite s'est produit par étapes, de la façon dont les choses s'effondrent quand elles ont été maintenues pendant longtemps par une structure qui n'était jamais aussi solide qu'elle le paraissait. Soline s'est assise sur le sol de mon couloir. Pas de façon dramatique, pas un effondrement, plutôt un abandon. De la façon dont une personne s'assoit quand ses jambes ont simplement cessé de coopérer. Marc s'est agenouillé avec elle, un genou au sol, sa main sur son dos. Elle a émis le son que j'avais entendu à travers la porte le mercredi soir quand ma mère s'était tenue dans le même couloir et avait pleuré, mais différent. Les pleurs de ma mère étaient le son de quelqu'un qui avait tenu bon et qui n'avait plus d'énergie. Ceux de Soline étaient quelque chose de brut, le son de quelqu'un qui avait couru vite pendant 4 ans, qui avait heurté un mur et qui se retrouvait maintenant de l'autre côté du mur avec plus rien sur quoi courir. Mon père s'est assis pas par terre. D'abord, il s'est appuyé contre le mur, puis ses jambes ont lâché comme celles de Soline et il s'est assis sur le sol de mon couloir, le dos contre le mur et le visage dans les mains. Il avait 63 ans. Il avait travaillé dans la même usine de fabrication pendant 27 ans avant sa fermeture. Il avait construit la terrasse à l'arrière de leur maison de ses propres mains l'été de mes 12 ans. De toute ma vie, je ne l'avais jamais vu assis par terre. Françoise a dit quelque chose. Je ne me souviens plus quoi. C'était le genre de choses que les gens disent quand ils n'ont plus les mots pour ce qui est réellement en train de se passer. Puis ma mère a parlé. Elle était toujours debout. Ses mains, qui étaient à ses côtés, bougèrent non pas pour atteindre quelqu'un, juste pour bouger. De la façon dont les mains bougent quand la personne à qui elles appartiennent essaie de trouver la bonne forme pour ce qu'elle va dire. Elle m'a regardé. Juste moi. Pas mon père, ni Soline, ni Françoise. Et sa voix était très calme. Elle a dit « J'aurais dû te le dire. Il y a 2 ans, quand j'ai découvert le refinancement, je savais que ce n'était pas juste. Je savais ce qu'elle avait fait et je me suis dit que ce n'était pas si grave. Je me suis dit qu'elle allait rembourser. Je me suis dit. » Elle s'est arrêtée. Elle a repris, plus lentement. « J'aurais dû te le dire. Je suis désolé. » J'ai regardé ma mère. Je l'ai cru. Je veux être précise là, dessus parce que je pense que c'est important. J'ai cru qu'elle était désolée. J'ai cru qu'elle avait su et qu'elle avait choisi de ne pas me le dire et qu'elle avait passé 2 ans à vivre avec ce choix et que le « désolé » qu'elle disait maintenant n'était pas un jeu d'actrice. C'était vrai, cela ne changeait rien. J'ai dit « Je sais. » Puis j'ai dit « Je veux que vous partiez tous maintenant. » Personne n'a discuté. C'était la chose que je n'avais pas anticipée que le moment venu, avec le numéro de procédure et la transmission judiciaire et le dossier que Morel avait constitué et le son de Soline sur mon sol, il n'y aurait plus rien à contester. Françoise a aidé Soline à se relever. Marc a gardé sa main sur son dos. Mon père s'est levé lentement avec la délibération de quelqu'un dont le corps est devenu plus lourd au cours des 10 dernières minutes. Ma mère m'a regardé une fois de plus brièvement, puis a détourné les yeux. Ils sont sortis dans le couloir. J'ai attendu qu'ils aient tous franchi la porte, puis je n'ai rien dit de plus et je l'ai refermée. Je suis resté de mon côté de la porte dans le silence. Puis je me suis laissé glisser jusqu'à ce que je sois assise par terre. Le dos contre la porte, de la façon dont je m'étais assise sur le sol de ma cuisine 7 jours auparavant après être rentré de chez mes parents avec des mains stables et une poitrine qui n'avait pas encore compris ce qui venait de se passer. 7 jours auparavant, je m'étais assise sur ce sol et j'avais pleuré pendant 12 minutes en regardant l'horloge. Je n'ai pas pleuré cette fois-ci. Je suis restée assise dans le calme et j'ai respiré. Et le calme était le même calme qu'il avait été toute la semaine, le mien. Juste le mien. Le calme d'un appartement où la seule personne dont je devais gérer les sentiments était celle qui était assise par terre. Je suis resté là un moment. Puis je me suis relevé. 6 mois plus tard, je peux vous dire comment cela s'est terminé. Ou comment cela s'est terminé pour l'instant, ce qui est la façon la plus exacte de le dire. Parce que certaines choses n'ont pas de fin à proprement parler,
elles atteignent juste le point où l'on cesse de les regarder chaque jour. Soline a plaidé coupable pour 2 chefs d'accusation de fraude aggravée. La plainte initiale en nommait 5. L'accord avec le procureur a ramené le chiffre à 2, ce qui est la façon dont les accords fonctionnent généralement, ce que Morel m'avait expliqué à l'avance pour que je ne vive pas cela comme une défaite le moment venu. Ce n'était pas une défaite. C'était le système, dont personne n'est entièrement satisfait mais avec lequel tout le monde peut vivre. Les comptes frauduleux ont été retirés de mon nom au cours de 4 mois. Cela a nécessité plus de documents que je ne l'avais imaginé. Des lettres, des attestations sur l'honneur, des courriers recommandés à 7 institutions différentes, un formulaire qui a dû être certifié puis soumis à 2 agences différentes, et un processus de suivi que Morel a géré avec la même patience organisée qu'il apportait à tout. Quand tout fut enfin terminé, ma solvabilité était même meilleure qu'avant que tout cela ne commence. Je trouve ce fait absurde de la façon dont seules les choses vraies peuvent l'être. Mes parents vivent toujours dans la maison à Lyon où j'ai grandi, dans le même quartier, dans la même rue. Je leur parle pas souvent, pas longtemps, pas avec l'aisance que je pensais autrefois voir se développer entre nous si je continuais simplement à être présente et fiable et à leur donner assez de temps pour me voir correctement. Cette aisance ne s'est pas développée. J'ai arrêté de l'attendre. Ce que nous avons à la place, ce sont des relations qui sont honnêtes sur leurs propres limites, ce qui est moins que ce que je voulais mais plus durable que ce que nous avions auparavant, et ce que je trouve, quand je l'examine attentivement, préférable à l'alternative. Soline et moi ne nous sommes pas parlé. Je ne sais pas si nous le ferons un jour. Je porte cette question ouverte comme on porte quelque chose qui appartient à une version future de soi-même sans refuser de la regarder, sans l'éviter, comprenant simplement que la réponse n'est pas encore disponible et que l'exiger prématurément ne produirait qu'une réponse fausse. Clémence m'emmène bruncher le premier samedi de chaque mois dans un endroit vers la place Bellecour qui a de bons œufs et un parking difficile, et un serveur qui travaille là depuis assez longtemps pour connaître notre commande. Clémence discute à chaque fois du montant du service, non pas parce qu'elle ne veut pas laisser un pourboire, mais parce qu'elle pense que le calcul proposé par l'addition est mathématiquement inexact, et elle a bien l'intention de le prouver, peu importe que quelqu'un ait envie de l'entendre ou non. Elle est exactement celle qu'elle a toujours été. Je suis consciente du cadeau que cela représente. C'est un samedi matin maintenant, en janvier à nouveau. La lumière qui traverse la fenêtre au-dessus de l'évier de ma cuisine en janvier est pâle et très honnête. Le genre de lumière qui ne flatte rien mais qui rend chaque chose exactement telle qu'elle est. Je suis à ma table de cuisine avec un mug de café. Il n'y a nulle part où je doive être pour les 3 prochaines heures. Il n'y a personne dont je doive surveiller l'humeur. Personne dont je doive calculer la réaction. Personne dans la pièce d'à côté dont les sentiments constituent un système météorologique auquel je doive me préparer. Je suis à ma table de cuisine. Elle est à moi. Quelqu'un m'a demandé, il n'y a pas longtemps, si j'étais en colère. C'était une personne qui connaissait les grandes lignes de ce qui s'était passé, pas chaque détail, pas le tableau ou le numéro de dossier ou les lettres recommandées, juste la forme de la chose et qui essayait, je pense, de comprendre comment une personne traverse une épreuve pareille sans que cela ne laisse de traces. J'ai réfléchi à la question un moment avant de répondre, car c'était ce que la question méritait. Je lui ai dit que j'étais libre. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un dont la réponse ne correspond pas à la forme de la question posée. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas la différence. Je n'ai pas expliqué. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que j'ai appris que certaines choses ne se traduisent pas bien en explications, que l'expérience vécue est la seule preuve que la chose est réelle, et qu'essayer de décrire l'expérience à quelqu'un qui ne l'a pas vécue, c'est comme essayer de décrire une couleur. On peut dire les mots. Les mots ne sont pas la couleur. Ce que j'aurais pu lui dire si j'avais voulu essayer, que la colère, c'est encore regarder la chose qui vous a fait du mal, être encore en relation avec elle, la laisser encore occuper le centre du cadre. Que la liberté, ce n'est pas l'absence de ce qui s'est passé, mais l'absence de ce qui s'est passé en tant que fait principal de votre vie. Que l'on peut connaître une chose totalement chaque détail, chaque numéro de compte, chaque faux, chaque dimanche après-midi dans une cuisine en janvier et faire en sorte qu'elle ne soit plus la chose la plus bruyante dans la pièce. Que j'ai appelé ma banque cette nuit-là parce que j'avais cessé d'attendre que quelqu'un d'autre s'en occupe. Que j'ai déposé plainte parce que l'alternative était d'être quelqu'un qui savait qu'un crime avait été commis contre elle et qui choisissait le silence quand même, ce qui aurait fait de moi une version de la chose que je craignais le plus de devenir. Que j'ai dit, trop tard, parce que c'était le cas. Que je me suis relevé du sol. Je ne suis plus la même personne que celle qui était dans la cuisine de mes parents ce dimanche-là. Je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver le chemin vers elle, même si je le voulais. Elle a passé 34 ans à croire que le chemin le plus sûr pour être aimé était de ne rien avoir besoin, de ne rien demander, de tout gérer et de rester. Je suis resté très longtemps. Le café est chaud. La lumière à travers la fenêtre est ce qu'elle est. Dehors, le chien de quelqu'un aboie après quelque chose, une voiture sort d'une place et la machinerie ordinaire d'un samedi matin tourne sans rien exiger de moi. Je prends mon mug à 2 mains. Je reste ici. Si vous avez déjà été la personne responsable, celle qui règle les problèmes, celle qui ne demande jamais trop, celle sur qui la famille compte discrètement sans jamais le dire à voix haute,
Alors vous savez déjà quelque chose que Bérénice a dû apprendre à la dure. Être fiable n'est pas la même chose qu'être en sécurité. Les gens qui dépendent de votre fiabilité ne sont pas toujours ceux qui la protégeront. Ce que l'histoire de Bérénice nous enseigne est spécifique et pratique, votre nom sur un document engage votre responsabilité juridique, peu importe qui vous a demandé de signer ou à quel point vous lui faisiez confiance. Co-signer n'est pas une faveur. C'est un engagement financier avec des conséquences réelles. Et dès que vous découvrez que ces conséquences ont été étendues à votre insu, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de le signaler immédiatement et de laisser le système faire ce pourquoi il a été conçu. Il n'y a rien de cruel à se protéger d'un crime. Il n'y a rien de déloyal à dire la vérité. La leçon la plus difficile vit sous la leçon juridique. C'est celle-ci, les gens qui vous aiment n'ont pas besoin d'emprunter votre nom. Ils n'ont pas besoin de votre silence. Ils n'ont pas besoin que vous payiez pour ce qu'ils ont cassé. Vous a-t-on déjà demandé de couvrir quelqu'un de votre famille à un prix que vous seul compreniez? Avez-vous déjà dit oui quand tout en vous disait non parce que vous croyiez que c'était ce que l'amour exigeait? Si l'histoire de Bérénice vous semble familière, vous n'êtes pas seul. Et si cela ressemble à quelque chose que vous vivez encore, il n'est pas trop tard pour faire un choix différent.